Juliette Colling, merci d'être resté avec nous. Alors d'abord, est-ce que vous avez des nouvelles informations qui vous parviennent, vous qui êtes au cœur du sujet sur cette attaque de drone? Encore une fois, on ne sait pas, hein, les chiffres c'est de 8 à 25. Le Moscow Times ce matin dit bien 25. Officiellement, en Russie, on dit 8 drones. Est-ce que déjà vous avez des précisions sur l'ampleur de l'attaque? C'est difficile de s'avancer. C'est vrai qu'il y a deux chiffres qui circulent. Alors, la question, c'est est-ce qu'on doit croire ou pas le ministère de la Défense russe, qui est donc à l'habitude également parfois un peu d'enjoliver les chiffres, notamment en ce qui concerne donc le front en Ukraine. Donc, selon eux, il n'y aurait que 8 drones, donc effectivement, qui seraient arrivés jusqu'à la région de Moscou, pas jusqu'à Moscou même, hein. C'est important de le préciser. On ne parle pas de la ville de Moscou, où visiblement seulement 3 drones auraient réussi à entrer donc dans la ville de Moscou. Et donc 5 autres auraient été effectivement détruits avant, donc dans la région de Moscou, qui est extrêmement vaste aussi, hein. Notamment un drone qui aurait été détruit à Istra, qui est quand même à 50 km à l'ouest de la capitale. Mais effectivement, d'autres sources qui sont généralement très très bien connectées avec les services de sécurité russes, des canaux Telegram, faisaient eux état bien sûr de 25 drones en tout. Mais bon, on ne pourra pas savoir réellement la vérité, je pense, hein. Ça va être difficile d'avoir plus d'infos là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'est une attaque qui semblait coordonnée et qui a réussi, effectivement, comme disaient vos invités, à arriver très très près du centre-ville, notamment un quartier donc, du sud-ouest de Moscou, Yujo-Zapadnaya, pardon, qui donc est assez proche du centre, en fait. C'est même assez proche d'où j'habite moi-même. Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est un concret, nouveau ça, hein. changement, c'est un tournant assez important aujourd'hui tout de même. C'est un tournant dans le conflit, indéniablement, et ça va sans doute faire réaliser effectivement aux Russes et aux Moscovites, surtout qu'ils ne sont pas si peut-être safe que ça, même si effectivement depuis un mois, pour répondre à ce que disaient aussi vos invités, la défense aérienne russe, anti-aérienne, surtout dans la ville de Moscou, a largement été renforcée très très vite. Ça fait suite bien sûr au survol du Kremlin par 2 drones début mai. Notamment le GPS ici par exemple marche très très mal sur le téléphone portable. C'est parce que les défenses anti-aériennes fonctionnent en permanence. Et ils ont vraiment boosté le nombre d'unités donc dédiées à ça, et c'est pour ça que les drones ont été interceptés. Mais voilà, ils ont dû encore une fois réagir après coup. Et c'est vrai qu'on le voit dans d'autres régions de Russie, il n'y a pas du tout ce genre de défense, et c'est pour ça que les drones ont pu arriver aussi près et dans Moscou. Donc il y a beaucoup de chemin à faire pour que la Russie se sécurise, et on n'est pas du tout à l'abri que voilà, ce genre d'attaques se multiplient et se répètent, en fait, faisant craindre de plus en plus la population russe d'une arrivée du conflit vraiment près de chez eux, quoi. Donc tournant. Vous parlez de tournant quand même dans ce conflit du point de vue des Russes. Oui, c'est un tournant au niveau du moral des gens, surtout. C'est un tournant au niveau de la perception, voilà, encore une fois, de ce qui se passe par les Russes, qui étaient plutôt coupés qui voulaient un peu se cacher les yeux et se couper de la réalité du terrain en Ukraine. Désormais, ils ne pourront plus se cacher les yeux, et voilà, ils comprennent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, et qu'il faut aussi prendre ça en compte. On verra si effectivement ça fait monter la contestation de la guerre ou pas. Ou est-ce que ça s'arrête au fait que ça atteint le moral? Je ne sais pas si vous me posez la question à moi, mais en tout cas, effectivement, Oui. je pense que c'est aussi le pari fait par l'Ukraine. Si bien sûr c'est avéré que c'est l'Ukraine, ça fait assez peu de doute tout de même que l'Ukraine est, encore une fois, en tout cas aujourd'hui, a envoyé des drones. Mais c'est sans doute le pari qu'ils font. C'est moins le fait de vouloir vraiment attaquer la Russie et commencer une guerre sur le terrain russe. C'est plutôt sans doute, comme l'incursion également qu'il y a eu à Belgorod, hein, différentes incursions près de la frontière de soldats humains. Eh bien, c'est sans doute pour que les Russes, en fait, commencent un petit peu, entre guillemets, à paniquer, ou en tout cas devenir plus inquiets, et remettent en cause, en fait, voilà, c'est le bien fondé de cette guerre, en fait. Le maire de Moscou, à l'instant, évoque 2 blessés. 2 blessés. Ce qui nous ramène à ce que vous disiez, Catherine, effectivement, c'est que ces attaques de drones prennent le risque de aussi être perçues comme finalement des attaques aveugles qui sont destinées à terroriser la population russe, comme les Russes terrorisent, mais dans des dimensions bien supérieures, la population ukrainienne. Pour l'instant, Moscou a réagi de façon, oserais-je dire, pavlovienne, avec un communiqué dénonçant une attaque de Kiev de nature terroriste. François Clémenceau. C'est le même langage aussi qu'utilise le président Zelensky pour parler des attaques terroristes des Russes sur les villes qui terrorisent la population ukrainienne. C'est vrai que nous ne sommes pas habitués à la guerre.
dans les opinions publiques occidentales. On n'est pas habitué à entendre le vacarme d'un missile ou d'un avion qui arrive près des habitations pour délivrer une bombe ou même pour pouvoir mitrailler des cibles. C'est terrorisant. La guerre, ça terrorise. Et ça, on a tendance à l'oublier. On pense que ce sont des soldats qui tirent sur des soldats. C'est pas vrai. La guerre, lorsqu'elle atteint des centres d'habitation de populations civiles, elle est terrorisante. Les gens ont peur, les gens font se mettre dans les abris. Donc oui, de là à qualifier ça juridiquement, politiquement, d'attaque terroriste, bien sûr que non. C'est la guerre, les Ukrainiens se défendent, ils ont toujours dit qu'ils n'attaqueraient pas la Russie au sens où ils enverraient des troupes ou du matériel sur le sol russe, mais ils alertent la population et les autorités politiques russes de dire « nous sommes capables d'aller techniquement vous toucher ». Prenez bien conscience que nous sommes là en train de nous défendre et c'est une façon de se défendre. Julian Colling, avant de vous libérer, pensez que Poutine va prendre la parole dans les heures qui viennent ? Ça, c'est pas sûr, je dirais, parce que il y a quelque chose qui est assez intéressant à suivre depuis quelques mois déjà. En fait, c'est l'absence assez marquée de Vladimir Poutine de l'espace public russe. Il est très très peu présent, il est assez effacé, il est assez invisible en fait. Il laisse parler d'autres gens à sa place. Il laisse aussi un peu l'espace médiatique à Prigojine, bien sûr, sous un autre registre. Mais on l'a pas beaucoup vu en réalité depuis le 9 mai, des célébrations aussi du 9 mai qui étaient vraiment au rabais et où ils avaient vraiment réduit la voilure cette année. Ça fait d'ailleurs commenter beaucoup de gens ici qui s'étonnent un peu de cette absence de Vladimir Poutine, qui semblent un petit peu hésiter et ne pas trop savoir quoi décider pour la suite. Mais c'est possible qu'il commente, mais moi j'y crois pas trop honnêtement aujourd'hui, parce que bien sûr le but du Kremlin c'est aussi encore une fois d'essayer de rassurer la population et de masquer un peu, si vous voulez, les informations et les incidents gênants. Donc je ne pense pas qu'il dira quoi que ce soit aujourd'hui. Il a juste commenté la prise de Bakhmout officiellement il y a quelques jours, mais je ne crois pas. Le but du Kremlin, encore une fois, c'est vraiment de maintenir la population russe dans une sorte de bulle en fait. Une bulle loin du conflit pour faire comme si de rien n'était. C'est ce qui se passe, je vous le disais, à Moscou depuis le début de la guerre. Et c'est ce qui est en train de changer peut-être aujourd'hui aussi. Mais le Kremlin continue, si vous voulez, à essayer de cacher un peu ce qui se passe et de dire que tout va bien, que l'armée russe est grandiose et que voilà, on va gagner en Ukraine facilement et que tout ceci n'est qu'un exercice. Mais bon, après un an de guerre, bien sûr, les gens ne sont pas dupes. Mais ça reste pour l'instant le message, un peu la carte jouée par le Kremlin. Merci beaucoup d'avoir été en direct de Moscou avec nous sur LCI, donc en direct, Julian Colling. Merci, à très vite. Évidemment, dans un instant, Xavier Titelman, beaucoup de questions sur ce plateau à lui poser. Mais d'abord, Hélène Blanc, Poutine est humilié ce matin, vous diriez ? S'il a encore conscience de quelque chose, oui, je pense qu'il doit être non seulement humilié, mais il doit être en colère. C'est normal. Et je crois, j'espère que les autres vont être d'accord avec moi, jusqu'à présent, les Ukrainiens visaient des infrastructures, des centres de recrutement, des stocks d'armement, etc. Pas les civils. Alors que là, il me semble que c'est la première fois qu'ils ont montré qu'eux aussi, ils pouvaient frapper des immeubles d'habitation, c'est-à-dire des civils. Si c'était vraiment les cibles. Oui. Alors si, la frappe contre le Kremlin, bon, je veux dire, c'est anecdotique. Et en plus, il n'y a eu aucun dégât. Si vous avez vu les photos, il y avait un drapeau, il n'a pas eu rien du tout, ni une déchirure, rien. Bon, ça compte, pour moi, ça compte pas. Mais là, si vous voulez, ça prend d'autres proportions. Et je pense que bientôt, quelqu'un comme Prigojine va s'exprimer là-dessus, certainement. Pour dire il n'en rate pas une. Il va, je sais pas, il va dire quelque chose, peut-être plus que Poutine, vous voyez, parce que finalement, en quelque sorte, malgré tout un fatras de mensonges qu'il profère, il y a dedans parfois des bribes de vérité. Bien sûr. Et bien sûr, on l'a noté d'ailleurs, comme vous. Xavier Titelman, merci d'être avec nous. Alors, on a besoin de vous. On a besoin de vos lumières ce matin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef d'Air et Cosmos. Mais si, vous allez voir, ça va très bien se passer. Xavier Titelman, déjà, les Russes ont identifié ce drone comme étant d'une nouvelle espèce, une nouvelle génération. Je ne sais pas très bien comment dire. Est-ce que vous avez des précisions, voilà, des drones d'un type jusqu'alors inconnu, fabriqués selon le schéma Canard, ont été utilisés. On peut supposer que la production de drones de ce type a été lancée en Ukraine,
leur portée peut atteindre des milliers de kilomètres. Donc il y a beaucoup d'informations. Que savez-vous de ce drone schéma Canard? Alors, schéma Canard, en fait, ça veut dire simplement que il n'y a pas de dérive. La dérive serait plutôt au niveau du nez. Et c'est pour ça qu'on voit des petites ailettes qui sont au niveau du nez à l'avant, et on a l'impression qu'ils volent dans une architecture comme s'il était en marche arrière. Simplement, au lieu d'avoir la queue à l'arrière, c'est la queue à l'avant. Donc c'est les grosses ailes et ensuite la queue devant. Donc ça, finalement, c'est une architecture qui existe déjà. Par exemple, vous regardez les drones Arup, vous voyez là, par exemple, sur l'image, en fait, le drone va vers la gauche. C'est-à-dire que les ailes sont à l'arrière. Donc ça, c'est assez inhabituel, mais finalement, ça existe. Les ailes sont à l'arrière. Oui. Oui, les ailes sont à l'arrière et là, il va vers la gauche. Par exemple, vous regardez le drone Arup israélien, H-A-R-O-P, c'est un drone qui existe et qui fonctionne très bien et qui a exactement la même architecture. Donc, ce n'est pas quelque chose de totalement innovant. Après, avoir des milliers de kilomètres, ça fait beaucoup. Mais par contre, plus de 1000 km, c'est tout à fait habituel pour cette catégorie de drones. Je rappelle, les Ukrainiens ont déjà utilisé des drones civils chinois à $10 000 qui s'appellent les Mujin 5, qui ont une portée qui est de voler pendant 7 heures à 180 km/h. Donc de toute façon, aller jusqu'à 1000 km de portée, c'est tout à fait accessible pour des drones de cette catégorie. Après, la charge utile, c'est plutôt ça qui va poser la question. Je ne comprends pas comment une telle volée de drones avec une charge utile qui est si faible, dans le sens où les explosions qu'on voit, les dégâts qu'on voit sont vraiment ridicules. Normalement, quand vous avez 25 kg d'explosifs sur un drone, vous êtes vraiment capable d'impacter un bâtiment, un building ou une raffinerie, comme on le voyait à l'époque avec les drones de Mujin 5, encore une fois sur la raffinerie de Rostov, qui avait été touchée après 800 km de vol. Et bien là, la surprise pour moi, c'est vraiment l'inefficacité des explosifs qui est utilisée. C'est une surprise, donc pour l'instant, vous n'avez pas d'explication. On peut faire des suppositions, c'est une première utilisation. En fait, effectivement, après, je comprends mieux vos explications. On a le sentiment que l'image est présentée en arrière. En fait, c'est parce que les ailes sont derrière. Donc, merci pour lever cet élément de curiosité. 25 kilos d'explosifs, s'il y en avait plus d'une dizaine, voire une vingtaine, vous ne comprenez pas pourquoi il y a eu pas davantage d'impact, c'est ce que vous nous dites. Est-ce que ces drones schéma Canard sont plus difficiles à détecter par la défense aérienne russe ou pas? Non, ça change absolument rien. On est sur des petits drones de basse altitude qui vont aller très lentement, donc qui sont interceptables par des systèmes relativement simples. Mais par contre, comme ils volent très bas, il faut multiplier les systèmes de défense parce qu'on ne va pas tirer au-delà de 1, 2, 3 km, c'est vraiment le maximum. Donc si vous voulez couvrir tout le territoire, par exemple sur tout le front de 800 km avec l'Ukraine, il faudrait poser pour cela des centaines de systèmes de défense aériens. Évidemment, les Russes ne les ont pas. Donc ils vont être obligés de poser ça sur leur défense, donc directement sur la cible qui est ici Moscou. Mais dans tous les cas, il est peu probable qu'il y ait des volées de drones aussi importantes, régulières. Les Russes disent qu'il y a quand même plus d'une vingtaine de drones qui ont été tirés. La production artisanale de ce type de drone-là, elle doit être maximum de quelques exemplaires par semaine. Donc on imagine qu'ils pourront faire ces coups d'éclat peut-être une fois par mois, 2 fois par mois maximum. Mais finalement, ça impose surtout aux Russes de retirer une partie de leur défense aérienne du front pour les mettre vers les arrières et sur les zones civiles. Voilà, de disperser leurs forces en la matière, alors qu'on parle d'une contre-offensive à venir. Ce que disent aussi les Russes, c'est que ils sont de fabrication ukrainienne. Est-ce que, effectivement, l'Ukraine fabrique ce type de drone? Non, alors oui, certainement. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est l'armée ukrainienne. On reprend par exemple l'exemple de ce qui s'était passé au Kremlin il y a quelques semaines. Il y avait un blogueur. Alors, quand vous allez en Ukraine et que vous allez dans une station-service, il y a toujours mettez 3 € pour. Ils proposent de donner de l'argent pour collecter pour l'armée des drones, pour une sorte de blogueur qui est très influent, qui a réussi à lever des fonds énormes. Et lui, déjà à l'époque, à l'attaque du Kremlin, il avait plus ou moins revendiqué cette première attaque. Là, il fait exactement la même chose. Donc, il n'est pas impossible que ce soit pas l'armée ukrainienne, mais que ce soit des civils ukrainiens qui, en produisant ce type de drone, de l'aéromodélisme un petit peu amélioré, arrivent à avoir cet impact. Et c'est pour ça que l'effet militaire, que moi j'estime très faible, si vous aviez réellement des dizaines de kilos d'explosifs dans ces drones, l'effet serait beaucoup plus fort. Et comme c'est des civils, ils n'ont pas réussi à avoir les explosifs. Et leur but, c'est de faire peur aux Russes de la même manière que les Russes attaquent la population ukrainienne.